Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois un de mes auditeurs qui m'a envoyé un petit message en fait, et qui m'a dit c'est sympa ce que tu dis, le Bitcoin, c'est sympa, mais moi, j'ai peur. Donc on a décidé de faire ce podcast ensemble aujourd'hui et de vous partager en fait ces questions et mes réponses. Alex, bonjour. Bonjour Lionel. Merci d'être venu, merci d'être mon invité pour ce podcast. Et je suis open, j'écoute tes questions. Ok, donc j'ai écouté tes podcasts sur le Bitcoin, ça m'a super intéressé. Et il est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette monnaie nouvelle. Et ça fait un peu peur. Je comprends pas vraiment les tenants et les aboutissants. Est-ce que tu peux m'expliquer en fait qu'est-ce que le Bitcoin? Et j'entends beaucoup de choses qui sont dites et leur contraire. Mais en fait, comment tu pourrais m'expliquer ça simplement? Merci. Je pense que le Bitcoin, c'est pas une monnaie. Ça l'est pas encore, dans le sens où je l'assimile plus à un actif numérique. Et si je devais le comparer à quelque chose dans le monde physique, je pense que je devrais le comparer avec de l'or. C'est-à-dire que concrètement, si tu veux aller au supermarché ou chez un commerçant et payer avec des lingotins, par exemple, donc des petites parties d'or, je pense que c'est un petit peu difficile. Mais bien que je pense que certains commerçants accepteraient. Mais ça reste un petit peu difficile. Donc c'est possible. Il y a des pays du monde, et je publierai une carte des pays du monde et des commerçants aussi qui acceptent aujourd'hui d'être payés en Bitcoin. Mais concrètement, je pense que le Bitcoin est plus un actif numérique. Si je devais en donner les quelques... très résumé, il s'appuie sur deux choses qui pour moi sont très importantes. La première, c'est la rareté. Tout ce qui dans le monde a de la rareté a de la valeur. Si je donne des exemples, je vais donner des exemples très concrets. Le Bitcoin, on en a 21 millions dans le monde. Il ne pourra pas y en avoir plus. Il faut comprendre que l'algorithme est ouvert, contrôlé, enfin décentralisé mais contrôlé. Il ne peut pas y en avoir plus de 21 millions. Sur les 21 millions au total, aujourd'hui, il y en a à peu près 18,5, 19 millions qui ont déjà été utilisés. Alors je t'interromps, parce que l'or, bien qu'il soit précieux, il y a toujours des mines d'or qui sont un peu partout dans le monde. La Chine vient d'en découvrir un gisement extraordinaire. Tout à fait, donc même l'or n'a pas de limite, enfin il a une limite, mais potentiellement on en découvre, on en mine on peut toujours trouver de l'or, la Chine vient de le faire. On peut en trouver au fond des océans, on pourra peut-être en trouver dans l'espace. Donc l'or a une rareté et on ne sait pas combien de réserves d'or puisqu'on peut toujours en trouver. Un autre exemple, c'est par exemple les perles. Les perles qui étaient qui avaient une valeur, qui ont toujours beaucoup de valeur en fait, mais les perles le jour où on s'est mis à les cultiver, donc du coup, elles sont devenues beaucoup moins rares puisqu'on peut les cultiver. Et pourtant, leur valeur n'a pas extrêmement descendu. Donc c'est basé sur un effet psychologique. Et alors je pense qu'un des plus gros scandales, personnellement, c'est le diamant. Ah oui, le diamant, on en fabrique maintenant on fabrique, du plus pur que le vrai. Pur, indécelable, avec les meilleurs outils possibles, les meilleurs algorithmes possibles, indécelable entre un diamant d'origine, qui a quelques milliers d'années, puisque c'est le principe du diamant, et un diamant qui est fabriqué en Chine. On n'arrive pas à faire la différence. Ok, et alors, ça m'entraîne à te poser une question. Un faux Bitcoin, ça pourrait exister? Non. Comme un faux dollar ou une fausse monnaie? Impossible. En fait, il y a une chose intéressante dans le Bitcoin, c'est qu'on a supprimé l'intermédiaire de confiance. Alors c'est un concept qui est un peu difficile à comprendre, mais en fait les relations commerciales, les transactions commerciales sont basées quelque part, à un moment ou un autre, sur la confiance. Et pour avoir cette confiance-là, on passe par des gens qui sont spécialisés. Par exemple, quand vous achetez un appartement ou une maison, il y a un notaire, il y a un avocat, ainsi de suite. C'est la personne dont la fonction est de certifier. Le Bitcoin, c'est la première chose, donc, la rareté. La deuxième chose, c'est que c'est décentralisé. Alors ça, c'est le plus dur, je pense, à intégrer, puisque c'est vraiment conceptuel. C'est décentralisé et géré par des milliers de personnes qui elles-mêmes sont des intermédiaires. Pas des intermédiaires, qui sont les garants, les garants du système informatique.
Quand je dis c'est décentralisé, comment il faut le comprendre? Un exemple simple, c'est qu'il y a des gens qui sont abonnés à Netflix, les blaireaux, voilà, c'est comme ça que je les appelle. Ils téléchargent des films, ou ils regardent des films, en tout cas, en stream, sur une plateforme, et ils payent pour ça. Puis il y a des gens qui vont sur les torrents. Torrents, c'est en fait la même logique que les monnaies décentralisées, c'est-à-dire que le fichier, le film en lui-même, n'est pas sur un ordinateur. Ce sont des petits morceaux, en fait, qui sont répartis sur des milliers d'ordinateurs dans le monde. Et en fait, ce qu'on appelle le torrent, donc le logiciel, permet de recouper ces morceaux. Je le fais très simplement et très schématiquement, c'est plus complexe que ça. Mais dans l'idée, c'est pas centralisé. Imaginez que une banque est centralisée. Un État, bien sûr, centralise. Donc là, on est sur un actif qui est réparti sur des millions d'ordinateurs dans le monde. Ok, quand on parlait de l'or, l'or, c'est une valeur refuge. Oui. On peut passer des frontières avec de l'or. T'as déjà pris un lingot dans la main? Voilà. Essaye de passer une frontière avec un lingot dans la main. Par contre, il y a des gens qui passaient des frontières avec des louis d'or, avec des Napoléons. Oui, ouais, mes grands-parents, ils ont passé des frontières avec des dents en or. Hein. Donc, je la voilà, connais, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut passer des frontières avec le Bitcoin? Est-ce que c'est aussi une valeur refuge dans ce sens-là? En ce qui me concerne, je le considère exactement comme une valeur refuge. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que ton Bitcoin, tes Bitcoins, tu as accès, tu les as jamais dans ta poche. Ce que tu peux avoir dans ta poche, éventuellement, et encore, c'est même pas forcément nécessaire, c'est une clé, en fait, sur laquelle va être stockée une partie de l'information. Mais en fait, tu les retrouves grâce à un code, un peu comme un code d'un coffre-fort. Et donc ça, peu importe où tu sois dans le monde. Donc en fait, tu vas même pas passer la frontière avec tes bitcoins. Et tes bitcoins, ils sont là où tu... En fait, pour accéder à tes bitcoins, je réponds autrement, tu as juste besoin d'une connexion à Internet. Okay. Donc là, accessible à peu près partout. Alors oui, tu as quand même quelques survivalistes qui vont te dire, oui, mais on ne sait pas s'il y aura Internet. Alors, ouais, tout est possible. Voilà. Tout est possible. Ok, maintenant... Par exemple, on a vu au début de la guerre, de l'invasion de l'armée russe en Ukraine, on a vu des Ukrainiens donc franchir les frontières et pouvoir se réfugier en Pologne, notamment, ou en Roumanie. C'était compliqué. On était en pleine situation. Ils ont acheté leur passage avec du Bitcoin. Alors, ça a l'air génial. Mais j'ai entendu il y a un an ou deux que les gens qui avaient placé leur économie en Bitcoin sur FTX s'étaient fait avoir. Ça fait hyper peur. Alors, c'est des gens qui n'avaient pas compris, justement. C'est un point très important. Ils se sont fait vraiment avoir. C'est vraiment une arnaque. C'était il y a 2 ans. C'était une arnaque à 50 milliards, quand même. En fait, ils sont passés sur une plateforme centralisée. Le concept de la décentralisation est très important. Quand vous avez vos bitcoins qui sont répartis sur des milliers d'ordinateurs, des millions d'ordinateurs dans le monde, et que vous seul y avez accès, vous êtes en sécurité. Votre argent, en tout cas, vos bitcoins sont en sécurité. Mais quand vous êtes sur une plateforme centralisée, c'est-à-dire une société, concrètement, avec une équipe marketing, une équipe à la compta, des managers, des directeurs, un CEO, ou ce que vous voulez, c'est eux qui conservent votre Bitcoin. Et pour qu'ils les conservent, pour qu'ils continuent à les conserver, en fait, ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils vous fournissent l'accès à leur plateforme, un email et votre mot de passe, pour accéder à leur plateforme, et ils ont un marketing exceptionnel, qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur les plateformes de jeux de casino en ligne, où en fait, vous avez toujours des petites choses à faire, des actions, ce qu'on appelle des actions à faire, pour gagner un petit peu plus. En fait, c'est du gambling, voilà. Et en fait, les gens voyaient les chiffres monter ou descendre, bon, c'était les cours du marché, mais il y a toujours des opérations marketing quotidiennes, en fait, qui leur permettent de gagner encore un petit peu plus. Et donc, pour en profiter, ils laissaient leur Bitcoin sur ces plateformes-là, et quelque part dans leur esprit, ils se disaient, en fait, c'est comme des banques. Mais pas du tout, c'est des sociétés privées. Et même une banque, elle peut faire faillite, de toute façon. Mais là, c'était vraiment des sociétés privées. Et à la tête de ces boîtes-là, ça a été les scandales. Je pense qu'il y en avait un par jour en 2022. Toutes ces boîtes-là, c'était du vent. Le Bitcoin, il y a une société derrière Bitcoin? Je te pose la question. Non, c'est bien ce que j'ai compris. Il n'y a pas de société. Simplement, j'imagine que ces plateformes-là rendaient accessible le Bitcoin au tout venant, au néophyte que je suis. Alors, justement, ça m'entraîne à poser une autre question. Ok,
disons que je sois convaincu, il faut investir dans cette valeur refuge. Alors, c'est quand même, je le signale pour les gens, c'est pas le but de cette vidéo. On est là juste pour vous renseigner. Moi, je suis pas conseiller financier. Non, j'entends c'est bien. pas mon domaine. Non mais, alors, ok, moi je n'y connais rien. Je vois qu'il y a une plateforme qui existe, mais apparemment, ils recentralisent en fait ce qui était censé être décentralisé. Donc Exactement. en fait, on perd l'avantage du Bitcoin. Moi, je vais acheter mon premier Bitcoin. Comment je fais concrètement si je ne veux pas passer par ces sociétés-là qui se positionnent en surcouche, si je comprends bien? Exactement, c'est un intermédiaire. Alors comment je fais pour acheter mon premier Bitcoin sans intermédiaire? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça nécessite une connaissance technique, informatique, une technologie particulière, du matériel que je n'ai pas? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. La façon la plus simple, et que je conseille à tout le monde en fait, c'est d'avoir une clé qui vous permette de conserver la traçabilité de votre Bitcoin, en fait, mais d'enlever le Bitcoin que vous achetez, enfin, ou la partie de Bitcoin. Ah oui, une question, j'anticipe une de tes prochaines questions. Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, ouais, j'ai peur, je sais pas comment faire, donc on répond à ça, et qui me disaient, mais moi je peux pas mettre, je sais pas combien il est là en ce moment, mais il doit être, je sais pas, aux alentours des 92, quelque chose comme ça, $1000 donc. Il me disait, mais moi je peux pas. Mais d'ici que le podcast soit diffusé, il sera à 150 000. 94 829, voilà, c'est remonté. Je peux pas mettre autant. En fait, non, vous pouvez acheter une partie de Bitcoin. Vous achetez. J'entends bien, comme des SCI immobilières. Non, plus simple. Si je dois me remettre sur un domaine plus simple, c'est tout le monde peut pas acheter un lingot d'or, mais peut-être que tout le monde peut acheter un lingotin, parce que des lingotins, ça commence à 1 gramme. Donc, et ça devient du coup accessible. Donc, le plus simple pour des gens qui débutent, vous allez sur une plateforme, je mettrai des liens dans la description, vous allez sur une plateforme, vous achetez, allez, on va dire 100 €, 50 € de Bitcoin, ils sont sur la plateforme, ça prend quelques secondes pour que ça soit mis en place, enfin pour que ça soit, vous les voyez sur votre compte, et vous les sortez de votre compte. Et où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller sur votre clé privée. Et votre clé privée, je mettrai aussi des liens si vous voulez, enfin vous verrez par vous-même. Mais votre clé privée, du coup, il n'y a que vous qui avez les accès. J'entends bien. Donc je suis quand même obligé de passer par une plateforme de type... Non, tu n'es pas obligé, mais les autres méthodes sont un peu plus complexes. C'est vraiment, là, puisqu'on fait un podcast qui s'adresse à des débutants, je préfère aller sur parce que sur les autres méthodes, c'est plus complexe, c'est pas plus risqué, mais c'est juste plus complexe en fait. Ok, donc on passe par ces plateformes qui sont risquées comme celles dont on qui sont centralisées, mais si si ce que vous achetez, si les 50 € ou les 100 € ou les 5000 € que vous mettez, il ne reste que quelques minutes sur la plateforme, en fait, il n'y a pas de risque. Le risque, c'est de les laisser longtemps et de plus avoir accès à votre compte. C'est ce qui s'est passé avec FTX. Ok, donc je passe par une plateforme pour acheter mes premiers bitcoins. Je peux acheter 50 €, 100 € de bitcoin. Ce que vous voulez. Ok, et le minimum de dépôt, ça doit être 10 ou 12 €. Ok, et je retire ces bitcoins de la plateforme. Donc ouais. concrètement, ça se matérialise comment, le fait de le retirer? En fait, vous donnez... C'est-à-dire quand je mets de l'argent sur un compte bancaire et que je veux le retirer, ben, je vais au distributeur, je retire l'argent liquide, il est maintenant dans ma poche. Voilà, maintenant tu veux les faire, ça revient c'est comme si depuis ton compte en banque, tu veux faire un virement vers un autre compte. Voilà. C'est à peu près la même chose. Mais ce second compte-là... Il y a que toi qui as accès. Ok, mais ensuite il est reconnu? Ah bah, reconnu par qui? Il est à toi. T'as tes bitcoins. Ok. En fait, pour être vraiment précis, c'est comme si tu transférais, tu vas sur une plateforme centralisée, il y a de la pub partout, ainsi de suite. Bon, tu vas sur, il faut faire attention aussi, mais bon, c'est pas tellement le souci, le sujet aujourd'hui. Tu vas sur une plateforme centralisée qui est connue et reconnue, tu achètes et tu sors tes bitcoins pour les transférer sur ta clé. Ta clé, ça correspond à ton coffre-fort personnel. C'est exactement ça. C'est pas que tu les transfères sur un autre compte en banque, c'est que tu les transfères dans ton coffre-fort personnel et il n'y a que toi qui y ai accès. Par contre, la responsabilité, parce que c'est ce qu'implique Bitcoin, c'est d'être responsable de son propre argent. C'est-à-dire que si tu perds la clé, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de service client. Personne ne va pouvoir t'aider. Alors ça fait peur. Ça fait peur et ça m'entraîne à poser ma question suivante. Excuse-moi, je te donne juste un exemple. J'ai un ami qui est décédé il y a 6 mois, ça m'a fait énormément de peine. On se voyait régulièrement. Et on a déjeuné ensemble quelques semaines avant son décès. Et il me dit, j'ai 2 bitcoins.
Ok. Donc on continue à parler. Je dis, bah ok, machin, tac, tac. Bon, super. Il décède. Ok, il décède brutalement, on va dire. Enfin, pendant son sommeil, il décède. Comment on dit, l'enterrement et ainsi de suite. Et puis je vais voir son épouse, que je connaissais déjà, et que je connaissais bien même. Et je lui dis, est-ce que tu sais que Lou, c'était son nom, Lou avait des bitcoins? Et là, elle me dit non. Wow. Donc ils ont retourné, c'est une veuve quand même, donc ils ont retourné l'appartement, ils ont fait venir un spécialiste sur le disque, enfin qui a analysé l'ordinateur, ainsi de suite, ils ont retourné l'appartement, ils n'ont jamais retrouvé les codes. Donc en fait, ces bitcoins, les bitcoins de mon ami, sont perdus. Wow. Personne ne pourra les récupérer, c'est perdu à jamais. Est-ce qu'il y a beaucoup, sur les 21 millions de bitcoins maximal dont tu parlais, est-ce qu'il y a beaucoup de bitcoins perdus? Je sais pas combien, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été perdus. Parce que déjà au départ, ça valait rien. Donc la première transaction commerciale faite avec des bitcoins, c'est pour acheter 2 pizzas. C'est ce qui a validé la première transaction commerciale. Donc t'imagines le prix de la pizza aujourd'hui. J'avais déjà une question supplémentaire, mais du coup j'ai une autre question. Est-ce qu'avec mes bitcoins que j'ai achetés sur une plateforme, que j'ai retiré, que j'ai mis dans ma clé, mon coffre-fort personnel, est-ce que je peux ensuite aller à l'épicerie du coin et m'acheter des macarons avec mes bitcoins? Si tu veux des macarons, autre chose, oui. Non mais aujourd'hui, l'épicerie du coin de la rue n'accepte non, pas mais de bitcoin. c'est beaucoup plus simple que ça. D'abord, il y en a en fait, je publierai un lien vers une carte où j'afficherai une carte où il y a beaucoup de commerçants partout dans le monde qui acceptent le bitcoin directement. Maintenant, s'il n'accepte pas le bitcoin ou ne sait pas ce que c'est, bah, tu as juste une carte de paiement, en fait, qui va transformer tes bitcoins en dollars. Et tu payes avec ta carte de crédit. C'est des cartes Visa ou Mastercard, hein, classiques. Il n'y a rien de... Qui sont édités par ces plateformes-là? Oui et non, c'est-à-dire que tu les trouves sur d'autres... Enfin, tu les trouves, en fait, sur d'autres plateformes. C'est très commun, quoi, en fait, on va dire. Et donc ça permet de payer au supermarché, si tu as envie, ou au restaurant. Mais en fait, le commerçant, lui, il voit rien. Le commerçant, il est payé dans sa monnaie locale. Mais c'est juste que toi, tu as fait une opération qui prend quelques secondes, hein. C'est pas c'est pas un change ou quoi que ce soit. Et ça coûte rien. Enfin, quand je dis rien, c'est 0,000 quelque chose. Donc il n'y a rien, tu le vois pas. Ça transforme le bitcoin en dollars, qui va être encore transféré, enfin en dollars numériques, qui vont être transférés dans ta monnaie locale. Okay, et tout ça est transparent. Ok. Maintenant, on parle de... C'est une bonne question parce que... Je parlais de macarons. Maintenant, si je parle d'investissement immobilier, imaginons que j'ai investi beaucoup de... T'as acheté beaucoup de bitcoin. J'ai acheté beaucoup de bitcoin. Je peux maintenant acheter un appartement ou enfin un bien avec mes bitcoins. Je peux aussi le faire dans tous les pays du monde. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend qui est ton... Si tu as un acheteur ou si tu as un développeur, un promoteur immobilier en face de toi, il y a des promoteurs immobiliers qui acceptent, et il y en a d'autres qui comprennent rien. Et chez les particuliers, même chose, t'en as qui comprennent et qui le font, et d'autres qui... En fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand la personne reçoit du bitcoin, donc elle te vend quelque chose, cette personne, elle va avoir 2 options. Soit elle les transforme dans sa monnaie locale, en totalité, soit partiellement, soit elle dit, bah, pour le moment, j'ai cette valeur-là, j'ai reçu ce montant, tes macarons, par exemple, et je vais spéculer. Je vais attendre, en fait. C'est même pas spéculer, c'est je vais attendre. Je vais attendre qu'il monte. Okay. Imagine qu'il y a 2 ans, par exemple, tu as acheté un appartement avec des bitcoins. Ok ? Le bitcoin, il est resté pendant 2 ans, pendant 1 an, mais c'était il y a 2 ans, il est resté à 18 000. Personne n'en achetait. Il y avait que les convaincus qui en achetaient. Donc 18 000 $ le bitcoin. Ok ? Tu voulais acheter Oui, on peut lever les yeux au ciel. Et personne n'en achetait. Et aujourd'hui, il va bientôt passer la part des 100 000. Et là, tous les médias vont en parler. Tout le monde va se jeter dessus. En pensant que non, c'est pas le... Il y a des moments, c'est des vagues, en fait. Donc, il fallait beaucoup de bitcoin pour acheter un appartement. Okay ? Maintenant, le vendeur, il a accepté ça. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête d'une fortune. Parce qu'il a fait un x5, ou presque, sur la transaction. Ok, alors j'ai une autre question. Lorsque je reviens sur ma transaction du coin de la rue à mon épicerie,
je sors un billet d'une valeur, peu importe, 50 euros, 50 dollars, 100 dollars. Le commerçant va vérifier, il a plusieurs moyens il va vérifier le filigrane, il va vérifier C'est pas un faux, c'est ça? il va vérifier si c'est pas un faux billet, évidemment, Ouais. puisqu'il y a beaucoup de faux billets. Est-ce que si je paye en bitcoin, le commerçant, par exemple, va être sûr que c'est un vrai bitcoin. Enfin, comment est-il certain? Il n'y a pas de faux Bitcoin, c'est pas possible. Ok. Il attend juste la confirmation de la transaction. C'est aussi simple que ça. Est-ce qui est immédiat ou qui prend du temps? Quelques secondes. D'accord. Ça paraît hyper intéressant. Alors, moi, j'en ai parlé avec un. Il faut juste comprendre qu'on est passé ça fait 25 ans qu'on est dans le numérique. Ok, ça a mis un petit peu de temps, il faut changer des habitudes. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait un chèque? Oh, Voilà. Voilà. Je sais La même plus réponse, où est elle mon est- carnet de chèques. Oui. Voilà. Oui. Le carnet de chèques, c'est devenu l'antiquité. Je te parle pas d'une traite tout ça, c'est des choses qui sont. C'est comme le fax. Voilà, c'est un peu comme le fax. Ok, donc tu fais des paiements. En général, les paiements se font chez le commerçant par carte Tout à fait. ou en espèces. Sauf En que espèces. les espèces, elles sont devenues limitées. Tu peux pas payer plus d'un certain montant, en tout cas dans les pays occidentaux, pour éviter les blanchiments d'argent, pour éviter la fraude sur sur les monnaies, sur l'euro ou le dollar, enfin en tout cas sur l'euro, et aussi parce que officiellement le discours des États c'est que ça coûte cher à fabriquer les billets. Donc les transferts électroniques sont devenus, enfin si je sais pas enfin je connais à peu près la tranche d'âge de mon audience, mais je pense que le Bitcoin, je suis affirmatif là, le Bitcoin s'adresse vraiment, même si ça a démarré il y a 14 ans, un peu plus, 15 ans, ça s'adresse vraiment à la génération à venir, c'est-à-dire la Gen Z en fait, la Gen Z, qui va vraiment les utiliser d'une façon confortable et à l'aise. C'est juste ça. Ok, mais à la fois en tant qu'investissement et que monnaie de transaction courante ou... En tant que monnaie de transaction courante, c'est pas encore avéré. Je pense qu'il faut encore du temps. Okay, je pense que ça viendra différemment. Mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais en tant qu'investissement, comme de l'or, ou pour acheter du bien immobilier, donc c'est de l'investissement également, hein, je pense qu'on y est. Je vais donner un exemple. Hein. Je vais juste donner un exemple très concret. Il y a quelques années, on a un piano à faire réparer. Donc on devait réparer notre piano. Je ne sais pas comment on appelle ça, le réparateur du piano vient et il nous annonce une facture assez importante, trop importante pour qu'on ait envie de le faire. Et voilà, on discute un peu, non, il n'y a pas moyen, c'est cher. Il a beaucoup de travail. Et il me regarde et il me dit, t'as du Bitcoin? Voilà. Okay. Donc le type, il avait déjà tout compris. Il s'est dit, aujourd'hui, je suis prêt à faire le travail pour la valeur de la réparation en Bitcoin, donc ça correspondait à la moitié d'un Bitcoin, par exemple, hein, Okay. ou tiers d'un Bitcoin. Mais le type, il se dit, moi, je vais travailler, je vais faire le boulot, je suis réparateur, donc j'ai pas de trucs à acheter ou pas grand-chose, je le prends sur moi, mais ce qu'il m'a envoyé en Bitcoin, je vais le conserver, parce qu'à un moment donné, ça va grimper. Ok, ok, donc le Bitcoin en tant qu'investissement. Je l'ai pas fait. Hein. Ok, moi j'ai entendu dire il y a le PDG d'une entreprise MicroStrategy qui investit beaucoup en Bitcoin. J'ai entendu. Michael Saylor. Ouais. Exactement. Alors il a dit le Bitcoin c'est l'or numérique, c'est une réserve de valeur pour l'ère moderne. Est-ce que vraiment le Bitcoin c'est un bon investissement ou alors est-ce que c'est un peu tu parlais de gambling, est-ce que c'est pas un pari risqué? Est-ce qu'on peut vraiment être certain de pas... est-ce qu'un bon père de famille, comme on dit, peut investir ses économies en Bitcoin sans crainte? Alors, quand on parle d'investissement, on ne parle pas de gambling. Pour le gambling, il y a d'autres alternatives. L'investissement, c'est l'immobilier. On le sait, c'est l'or, en tant que valeur de réserve. C'est les actions en bourse. Mais en tout cas, le Bitcoin, pour moi, est une nouvelle classe d'actifs sur lesquels c'est pas tellement la spéculation. Je veux dire, la plupart des gens qui ont du Bitcoin, concrètement, au jour d'aujourd'hui, ils l'accumulent. Ça s'appelle les hodlers en anglais. Ils l'accumulent, ils le vendent pas. Et quand ils le vendent, c'est juste pour acheter moins cher. C'est ça. Là, il y a une mentalité qui est liée. Alors, il y a du pour, il y a du contre, peu importe. Je dis simplement, c'est des faits que j'énonce.
la grande majorité des gens qui ont du Bitcoin aujourd'hui ne font que l'accumuler. Parce qu'il y a la certitude que dans 5, 10 ans, 15 ans, donc c'est pas à très longue échéance, hein, c'est des cycles courts, hein, ça va être le jackpot. Ok. Maintenant, je te posais la question sur les risques. C'est-à-dire, pour moi, 100 000 dollars qu'il n'a pas atteint, 100 000 dollars, c'est mon avis, hein. Pour le Bitcoin, c'est une plaisanterie. Ok. Maintenant, la question sur les risques que j'évoquais me fait penser tout d'un coup à une autre ombre, un autre risque. Enfin, je te pose la question. Les États qui ont le monopole de la création fiduciaire et qui contrôlent, voilà, ils contrôlent le montant de transactions que l'on peut faire en liquide, etc. Est-ce que les États vont pas à un moment mettre le holà et casser cette belle mécanique? Ben, ça a déjà été fait. Oui. Ça a déjà été fait. Où Par ça exemple, je vais te donner un exemple. En Europe, pas en France, en France également donc. Mais en Europe, il y a la réglementation qui est en train de se mettre en place, qui est extrêmement restrictive. Mais en Chine, ils n'ont pas interdit le minage. Alors je l'expliquerai peut-être une autre fois ou plus tard ce que c'est le minage, mais ils ont interdit la détention de Bitcoin pour les particuliers. D'accord ? Ce qui n'empêche pas les Chinois d'en avoir. Et aux États-Unis, alors c'était déjà le cas, mais alors là, avec le nouveau gouvernement, donc le duo président Trump et Elon Musk, clairement, je pense, c'était dans mon podcast précédent, que les États-Unis vont considérer Bitcoin comme un asset, comment on dit un asset, une valeur financière. Pour quelle raison ? Parce que pour produire du Bitcoin, il faut beaucoup d'énergie. Et de l'énergie, les États-Unis en ont. Ils ont beaucoup d'énergie. Ils achètent à l'étranger leur énergie, mais ils ont sur leur propre territoire, ils ont énormément d'énergie qu'ils savent produire à pas cher. C'est aussi simple que ça, c'est que quand tu produis quand tu imprimes des dollars à la volée et qu'il y a une dette abyssale, à un moment donné, si tu réfléchis, tu te dis, si je mise sur, enfin pas miser, c'est pas le bon mot, mais si je valide le Bitcoin en fait comme nouvelle valeur de refuge, j'ai plus de problème à payer mes retraites. Aussi simple que ça. J'ai plus besoin d'imprimer des billets de banque. J'ai un asset qui ne va faire que grossir. Un asset, je ne vais pas y arriver. Un actif qui va ne faire que grossir, que grandir, et qui va payer toutes mes retraites. Et ils sont sortis du problème. Par contre, en Europe, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'énergie en Europe. Il y a un problème. L'énergie, on l'achetait à la Russie. Enfin, l'Europe l'achetait principalement à la Russie, et elle transitait par l'Ukraine. Là, il y a un problème. Il y a un gros problème même. Et donc l'Europe, comme d'habitude, hein, ça me fait marrer, mais parce que moi j'ai vécu le début d'Internet, quoi, le tout début même, et je me rappelle de choses, et j'ai l'impression de revivre le même scénario, quoi. Donc bizarre. Ok, ça a l'air formidable. Moi, pourtant, en discutant avec mon banquier, il me déconseillait d'investir dans le Bitcoin. Ton banquier... Est-ce qu'il protège son business ou est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce qui se cache derrière son discours de danger, de risque, de casino Est-ce que c'est une menace pour les banques traditionnelles et il faut pas que je l'écoute? Ou est-ce que il est plus prudent et plus raisonnable? Est-ce que... si tu vas voir ton banquier, tu y connais rien et que tu lui dis je veux investir en bourse, je suis pas sûr qu'il te conseille. Il va t'envoyer sur une plateforme, la plateforme de la banque en fait, mais il va pas te conseiller d'investir en bourse. Parce que la bourse, si tu y connais rien, si tu es vraiment débutant, si tu n'as pas été formé, hein, le but de ce playlist c'est l'éducation financière, tu vas te faire plumer. C'est normal. Parce qu'en face de toi, tu as des experts et qui jouent. Le marché joue contre toi. Donc ça c'est là une réponse sur un fil, hein, je dirais. Mais la réalité, c'est que oui, bien évidemment, c'est une menace pour les banques. Il faut comprendre qu'une chose, c'est que les monnaies numériques, et en particulier le Bitcoin, tu deviens ta propre banque. Il faut être responsable
C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il faut être responsable de son argent. Non, mais C'est pas donné à tout je le peux pas monde. emprunter en bitcoin. Je ne peux pas emprunter en bitcoin. Pourquoi pas? Si tu peux acheter un appartement en bitcoin, c'est ce qui t'invite d'emprunter? Bien évidemment, si. Lorsque je veux faire un prêt immobilier ou un prêt pour monter une affaire, je vais voir une banque d'affaires ou une banque. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris à le faire comme ça. Parce que t'avais pas d'autre choix. Mais par quel intermédiaire je passerais pour emprunter en bitcoin, pour monter une entreprise ou acheter un appartement? Qui me prêterait en bitcoin? Puisque c'est un univers décentralisé de particuliers. Je comprends pas bien comment je pourrais faire. C'est pas une question de compréhension, c'est une question de réalisation, en fait. Tu peux tout à fait emprunter en bitcoin, et tu peux acheter un appartement en bitcoin, et en fait, tu as des sociétés, alors du coup, c'est des intermédiaires, ils le font pas pour rien, hein, évidemment, mais qui vont utiliser tes bitcoins, il faut en avoir une certaine quantité, en tout cas, pour te prêter de l'argent. Ouais, tout à fait. Ah d'accord, ils se garantissent sur mes bitcoins. Ben oui. Ben, si tu le considères comme de l'or, alors à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Oui. Puisque tu comprends que les États-Unis sont en train de miser sur le bitcoin? Puisque tu évoquais... En fait, moi, c'est quelque chose qui me dérange, je le dis honnêtement. Il y a des gens, dont toi, donc des particuliers, même si tu es là aujourd'hui, c'est que tu commences à... Tu as fait un pas déjà. Mais qui se posent des questions comme ça, alors que les États-Unis, à titre individuel, pour investir 100 balles, alors que en face de toi, tu as les États-Unis d'Amérique. Tu vois, c'est pas des tocards. On parle des États-Unis d'Amérique, sans admiration, sans idéologie. Ça reste le premier pays au monde qui disent on va miser sur le bitcoin. Mais officiellement, j'ai pas vu passer l'information. Officiellement, le gouvernement de Washington investit en bitcoin. Il est pas. D'abord, ils en ont déjà beaucoup. Ça, c'est la première chose. Ils en ont énormément. C'est facile de retrouver les chiffres. Hein. On Google et ça y est. Et la deuxième chose, ils en ont déjà énormément. Deuxième chose, ils vont savoir comment le miner. Donc, c'est un système de production à pas cher, puisqu'ils ont de l'énergie. Et oui, parce que du coup, ça devient quelque chose, une valeur, que les autres pays n'auront pas. Ok. Tu parlais des débuts d'Internet. Moi, je me souviens de la bulle Internet du début des années 2000. Alors, j'avais investi à l'époque. Je te dirais pas dans quelle valeur. Je pense que j'ai tout perdu, ou presque. Et pourtant, je m'intéressais à l'époque. C'était ma période boursière. Je m'intéressais, puisque pour savoir où investir, etc. Il fallait devenir un petit peu féru de ce qui se passait. Est-ce que pour investir en Bitcoin, il faut aussi se tenir au courant de l'actualité du Bitcoin, des taux, de la valeur, etc. Est-ce qu'il y a une actualité du Bitcoin? Il y a une grosse actualité du Bitcoin, il y a une énorme communauté, énorme, colossale à travers le monde. Encore une fois, si c'est pour spéculer, c'est-à-dire entrer, sortir, faire ce qu'on appelle du trading, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Si, encore une fois, je le considère comme de l'or, c'est que c'est plus dans un tu vois, c'est vraiment un esprit d'accumulation. Voilà. Ok, mais c'est limité. Qu'est-ce qui est limité? Tu me disais qu'il ne saurait y avoir plus que 21 millions de... Oui, ça c'est la quantité limitée, mais il y a tous les jours, il y a des gens qui en vendent et donc des gens qui en achètent. C'est ça qui fait le prix. En ce moment, là, il y a 94 000, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. 98, non? Non, 94 000, de toute façon, ça a déjà changé. Mais, voilà, on va y arriver. 94 659, ça a grimpé. Tous les jours, tu en as qui en vendent. Là, en ce moment, pourquoi il est à ce prix-là? C'est parce qu'il y a plus de gens qui en achètent que de gens qui en vendent. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc, ça grimpe. Et à 100 000, je l'annonce déjà, que ça soit bien clair, à 100 000, ça va être la folie. Parce que à 100 000, le chauffeur de taxi va en parler. Ta boulangère va en parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça sur le journal de 8h, de 20h, aux informations, ils vont en parler à la radio, ça va circuler sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, les gens vont se dire, ça y est, c'est l'affaire du siècle, je vais mettre 1000 balles et je vais devenir milliardaire. Ok, en fait, on assiste en fait à la naissance d'une bulle. Alors, c'est pas une bulle parce qu'il y a une vraie valeur. Par contre, il peut y avoir une spéculation, oui.
C'est là où il ne faut pas se faire avoir. Ok, alors Encore une fois, ça sent un peu l'arnaque, non? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'arnaque. S'il y a une arnaque, c'est toi-même qui te met dedans. Il y a personne qui va te prendre ton argent de l'autre côté. C'est juste que tu auras... Est-ce que la bourse est une arnaque quand tu perds ton argent en bourse? Non. C'est juste que tu as misé en toute conscience, tu as investi de l'argent et puis ça plante, c'est tout. Ok, mais est-ce que j'ai le risque sur le Bitcoin? Alors, sur du long terme, non. Toujours, je reviens à l'investissement. Sur le long terme, non. Impossible. Alors, j'ai entendu l'autre jour... Je comprends qu'il y a des gens qui ont par exemple, qui étaient... moi, je connais quelqu'un, il avait... le danger pour les gens, je pense, ça c'est vraiment important. Moi-même, je me suis fait avoir. C'était pas sur du Bitcoin, mais moi-même, je me suis fait avoir. Le vrai danger, ça c'est important, c'est la cupidité. Le côté cupide qu'on a tous en chacun de nous qui te dit « Allez, fais-le ». Et c'est là où en fait c'est de l'émotion, c'est une pulsion, c'est de l'émotion, il n'y a plus de raison, il n'y a pas le côté raisonnable. Et là, tu es sûr de te planter. Tu parles à la revente? Moi, c'était à l'achat. Ok. Voilà, en l'occurrence. Et donc, là, faut pas le faire. Là, et en fait, alors on retombe encore sur les mêmes schémas qu'on trouve dans l'investissement. Il faut avoir une ligne de conduite. Alors, il y en a qui appellent ça une stratégie, mais stratégie, c'est un mot vague. Mais une ligne de conduite, en te disant, j'achète tant, j'achète jusqu'à tant, voilà. Ok, j'entends bien. Voilà, mais encore une fois, quand tu mises, quand tu investis $100 ou 100 €, ça va pas loin. Tu comprends? T'as pas pris de risque. Oh, bien entendu, mais, Non, mais pour que ça soit intéressant, il faut investir 50 000 $, 50 000 €, 100 000. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu investis ce que tu peux. Ce qui est un compte, c'est d'investir. Je vais te dire un exemple. Je vais te donner un autre exemple. Si tu fais t'as une assurance vie, le truc le plus basique qui existe, d'accord? Si tu mets 50 balles par mois, et au bout de quelques années, tu as un petit pécule qui aura travaillé. C'est mieux que de les garder dans ta poche parce que tu vas les cramer. C'est mieux de les laisser sur ton compte en banque parce qu'ils vont disparaître. Tu ne sauras même pas où ils sont passés. Et avec l'inflation, de l'autre côté, tu as une assurance vie. Il n'y a pas besoin de... je racontais l'autre jour hier une histoire qui est arrivée là. C'est un jeune Anglais. Il vient d'avoir 22 ans. Il est millionnaire. En Bitcoin. Il a investi $30 par jour. 30 euros par jour, okay. 15 € le midi, 15 € le soir. Il raconte son histoire. 15 € le midi, 15 € le soir. 30 € par jour pendant 8 ans. Ça fait 30 € par jour, c'est quand même 900 € par mois. Le type, il vivait chez ses parents. Il a démarré il y a 8 ans. Il a fait tout. Il raconte son histoire, c'est touchant. Il dit, je sortais pas avec mes amis. Je n'allais jamais au restaurant. Je vérifiais, je pensais 3 ou 4 fois avant de m'acheter quoi que ce soit. J'allais jusqu'au bout de mes vêtements avant de m'en acheter d'autres. J'achetais jamais de vêtements à la mode. J'ai fait tous les boulots que je pouvais avoir le soir, travailler dans les fast-food, donner des cours, tous les petits jobs que j'avais, parce que j'avais du mal à tenir ce rythme de 30 € par jour. Je partais en vacances avec mes parents. Il dit, mais 8 ans après, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir vous dire, je suis millionnaire. Et le total qu'il a investi, avec 30 € par jour, c'est 86 000 ou 84 000 €. Ok, c'est que déjà une petite somme correcte. C'est une petite somme correcte, mais il faut s'astreindre. Moi, je suis pas sûr d'être capable, hein. Honnêtement. Quel est l'intérêt de... Ce que je veux dire là, ce que je veux dire, c'est que la personne qui va faire ça avec 5 € par jour, elle va aussi gagner. Quel est l'intérêt d'investir quotidiennement et pas une fois par an? Alors, ça s'appelle, très bonne question, ça s'appelle ce qu'on appelle un DCA. Je ne reprends pas le détail, mais en gros, c'est que vous lissez les pertes et les profits en fait sur une longue période. Et encore une fois, le temps travaille pour vous. Le temps, c'est de l'argent. Tout le monde connaît cette phrase. Pas tant de gens que ça comprennent ce que ça veut dire. Mais comme le temps, c'est de l'argent, c'est-à-dire, il y a des périodes, des moments où tu vas payer cher, il y a des moments où... Il y a 2 ans, 18 000 $, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Mais si tu lisses ça sur cette période de temps, sur ces 2 ans, en faisant un investissement quotidien, mettons de 5 $, à la fin, tu as gagné. Et tu as gagné beaucoup. Ok. J'ai entendu récemment que... Le all-in, ce qu'on appelle le all-in, c'est-à-dire je mise tout d'un seul coup, ça c'est le casino. Ça marche, parfois, mais c'est vachement risqué.
C'est oui-non, en fait. Je perds ou je gagne. Alors Ok, que quand tu lis... demain, après notre conversation, le Bitcoin était à 93 000 euros, ou quelque chose comme ça. Maintenant, si j'investis une forte somme, all-in, un échelon, enfin, un niveau de 93 000 euros, je risque demain de me retrouver avec un Bitcoin à 50 000 et d'avoir perdu la moitié de mon investissement. Alors demain, non, mais est-ce qu'il va redescendre? Forcément, oui, il redescendra. Ce que je pense là, en fait, il faut le voir comme une vague. Il est... le Bitcoin, d'abord, c'est pas forcément le... c'est pas forcément... C'est vraiment de l'investissement, encore une fois, comme de l'or. Quand tu achètes de l'or, est-ce que tu le revends? Tu as déjà acheté de l'or? A priori, on achète de l'or pour préserver ses On est économies. exactement dans la même logique. Donc en fait, tant que tu l'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Ça, c'est la première chose, quel que soit le cours. Encore faut-il ne pas en avoir besoin urgemment. Voilà, si tu en as besoin urgemment, il y a toujours un risque avec l'argent, avec l'investissement, il y a toujours un risque. Ce qu'on cherche à minimiser ce risque. Comment le minimiser? C'est le temps. Et si tu en as besoin, bah, tu revends une partie. C'est tout. Tu n'es pas obligé de te le dire, tu comprends? Tu revends qu'une partie. Je reste songeur là sur l'histoire de cet Anglais là qui est devenu millionnaire en investissant 30 euros par jour. Mais c'était donc il y a 8 ans. Hein. Donc ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a 8 ou 10 ans ou 15 ans même, bon aujourd'hui ils sont millionnaires, mais... S'ils les ont pas perdus, s'ils n'ont pas cramé... Non, ma question elle est peut-être égoïste, mais je me dis, bon ok, j'ai loupé le coche ou j'étais pas conscient de ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être trop tard, non? Alors trop tard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à l'opportunité qu'il y avait il y a 15 ans, au début. Ok, moi je pense que dans 5 ans, il peut très bien valoir 500 000. Alors combien... La question, en fait, c'est pas comme ça qu'on doit la poser. La question, c'est combien vaudra le dollar dans 5 ans? Ça, c'est une vraie question. Parce que vu la quantité de dollars... Non, si tu veux comparer, c'est comparer à l'or. Ok. Alors, il est très loin d'avoir le niveau de l'or. Déjà, il est très loin parce que c'est nouveau. Il est très loin d'avoir le niveau de l'or. Mais est-ce qu'il faut juste regarder une chose, c'est l'histoire du Bitcoin. Je veux dire, il a été interdit dans plein d'États, il a été dans plein de pays, il a une résilience absolument exceptionnelle. On parlait de technologie tout à l'heure. Je veux dire, Amazon peut tomber en panne, c'est déjà arrivé. Twitter peut tomber en panne, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Facebook est tombé en panne. Outlook, donc la suite Microsoft, est tombée en panne. Les services Google sont tombés en panne. Depuis quand? Dis-moi une seule fois où Bitcoin est tombé en panne. Il est beaucoup plus résilient que toutes ces boîtes qui valent des milliards. Il n'y a pas de risque technologique pour autant? Le seul risque technologique, c'est qu'il y ait un gros shoot, qu'on se fasse nuker et qu'on n'ait plus accès à Internet. Donc dans ces cas-là, on aura d'autres soucis. Effectivement, en effet. Je propose qu'on fasse une pause. 5 minutes later. Ouais. Excuse-moi, je t'ai réveillé. Le fondateur de Twitter, il a dit que le Bitcoin deviendrait la monnaie unique du monde dans les prochaines décennies. Est-ce que ça pourrait devenir une monnaie mondiale? Est-ce que c'est réaliste de dire ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des obstacles qui doivent être surmontés pour que ça arrive? Ou c'est une utopie? Monnaie, non. Utopie, non. Monnaie, je ne sais pas. Monnaie transactionnelle, je ne sais pas. J'ai pas les compétences pour le dire. Une valeur, oui, certainement. C'est déjà fait. Hein. Aujourd'hui, les plus grands fonds américains, les fonds d'investissement américains, ça date de janvier. Les gens ne le savent pas forcément, mais les plus grands fonds américains ont commencé à proposer ça à leurs clients, qui sont des investisseurs, et à certaines banques américaines. Donc, je veux dire, c'est pas des rigolos, ces gens-là. Donc, oui. Est-ce que c'est mondial? Bah oui, par essence même. Dans son essence, c'est mondial. Peu importe. D'ailleurs, en fait, c'est très égalitaire, je trouve. Hein. C'est très égalitaire. Alors ça, on est dans l'idéologie peut-être un peu politique, mais un Africain qui a juste un téléphone, qui n'a pas de banque, il a autant de pouvoir qu'un Turc dont la monnaie s'est dévaluée, qu'un Américain qui vit face à la baie en Californie, ou qu'un Français, ou qu'un Israélien. Il n'y a aucun problème. En fait, tu as besoin d'avoir une connexion à Internet et d'avoir un petit peu d'argent pour en acheter. Justement, ça me... Pourquoi en fait, je vais rebondir sur ce fait. Et c'est même intéressant, les pays où la monnaie est la plus massacrée, dévaluée, ils ont tout de suite compris. La Turquie, par exemple, ils ont...
leurs économies, mais c'est déjà arrivé en fait ça. C'est arrivé en 1933, quand il y a eu la Grande Dépression aux États-Unis. 1929-1933, ça a été arrêté. J'ai commencé par la fin, mais les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, le dollar ne valait plus rien. La crise de 29, jeudi noir, on l'apprend à l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris leurs économies, et ils ont transformé leur dollar en or. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus assez d'or dans les caisses de l'État, puisque eux-mêmes, c'est les particuliers qui achetaient de l'or. Et donc, en 1933, ils l'ont arrêté. Donc, c'est ce qui s'est passé en Turquie, c'est ce qui se passe en Afrique. Tous les pays où la monnaie, c'est que du papier, et la monnaie, c'est que du papier, au final, puisqu'on peut en imprimer autant qu'on veut, ben, ils se réfugient dans un actif comme l'or ou le bitcoin. Ok. Alors justement, je voudrais rebondir avec une autre question. Les crypto-monnaies, en fait... Le bitcoin, je ne parle pas des crypto-monnaies. Ok, ok, alors... on coupera alors. Tout à l'heure, tu me disais que à long terme, le bitcoin ne peut que gagner, que grimper. J'entendais des spécialistes qui disaient que à peu près 18 millions ou 19 millions de bitcoins avaient été minés depuis l'origine, et que pour miner ce qui reste jusqu'à atteindre le plafond de 21 millions, ça mettrait 140 ans. Oui, c'est vrai, à peu près. Ok, moi j'ai pas 140 ans à attendre. Mais par rapport à quoi? Si à long terme, le bitcoin... On va dire que tu détiens un bitcoin. Oui. Ok. Hypothèse. Ok. Et maintenant, raisonnement. On va dire que, hypothèse, tu as un bitcoin et en entier, et donc, le raisonnement, c'est quoi? Tu te dis, je veux acheter une très belle maison. Cette très belle maison vaut $1 million. Ta question, c'est combien de temps je dois attendre? C'est tout. Ok. Je pourrais attendre jusqu'à 140? Non. Non? Certain. Ça veut dire, les gens qui se disent c'est trop tard, oui. C'est un mauvais raisonnement. Okay. C'est des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. Et en fait, il y en a plein. C'est la majorité, en fait. Hein. Ils sont pressés par le temps et ils se disent, comme tout le monde, et ils se disent, c'est trop tard. C'est trop tard pourquoi? Si tu investis aujourd'hui 1000 et que dans 5 ans, il vaut 500 000, donc tu auras fait un x5. Ça se sera transformé, tes 1000 se sont transformés en 100 000, en 5000. Oui. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut le penser. De la même façon, tu ne te poses pas tellement de questions quand tu achètes des lingotins ou de l'or. Hein. Je reprends un exemple. On est quand même dans une période un peu compliquée, on va dire, économiquement et socialement aussi. Donc, c'est lié. Fin 2023, les analystes financiers prévoyaient une hausse de l'or en 2024. Ils se sont basés, ils ont dit, voilà, la hausse de l'or, ça sera 14 ou 15%. Okay, on arrive à la fin 2024. Donc, maintenant, on fait le bilan. On est presque à 30%. Donc, t'achetais de l'or, un peu d'or. Je veux dire, explique-moi, une action qui fait 30%? L'argent que tu as à la banque, ton PEA, ton livret... Sur l'année, le Bitcoin a fait plus que ça ou pas? Ah oui, il a fait 109%. Ok. Tu comprends? Alors, je pense que les hauts vont être de moins en moins hauts, les bas de moins en moins bas, donc ça va devenir de plus en plus stable, de moins en moins... volatile. Volatile, merci. De moins en moins volatile. Donc, est-ce que tu vas devenir milliardaire? Non, je pense pas. Mais est-ce que tu peux devenir millionnaire? Ça dépend de la mise que tu... Enfin, ça dépend de ta régularité dans ton investissement, ça dépend combien tu mets au départ, ça dépend de toi, ça dépend de la vie. Est-ce que tu vas en avoir un besoin urgent, ainsi de suite. Chacun a son propre profil. J'entends bien. Alors, on parlait de... Et pourquoi les banques te disent bah non, machin, ça... Bah oui, parce que quand tu fais ça, tu vas pas sur ton PEA. C'est plus ton assurance vie, c'est plus ta banque que tu fais bosser. Il faut comprendre une chose, c'est que quand tu ouvres un compte PEA, assurance vie, livret A ou tous ces trucs-là, qui étaient très bien hein, à l'époque, qui étaient très bien. D'abord, il n'y avait pas tellement d'alternatives. La bourse était d'un accès moins facile. Mais il faut comprendre une chose, c'est que tu donnes de l'argent à ta banque, qui travaille avec cet argent. Elle te garantit un retour, donc la somme initiale plus un pourcentage, qui en ce moment est extrêmement faible, mais le reste de l'argent, eux, ils vont le miser sur les marchés. Et ils font du profit avec ton argent. C'est de l'argent qu'ils ne misent pas.
C'est ton argent. D'ailleurs, est-ce que les banques investissent dans les bitcoins? On sait que BlackRock Non, et les fonds d'investissement... ça c'est des fonds d'investissement. Les banques, elles peuvent pas. Les banques, qu'elles peuvent faire, c'est acheter à BlackRock. BlackRock ou tous les autres, hein. Il y en a beaucoup maintenant. Hein. Et il faut voir aussi une chose, c'est que des pays, Hong Kong, qui est un laboratoire de test finalement pour la Chine, a ouvert ses propres ETF, donc ses propres possibilités d'acheter du Bitcoin pour les institutions, pour les banques, les assurances, les fonds d'investissement. Et je sais qu'il y a aussi et puis Dubaï. Et il y a un autre pays, Dubaï, très clair. Ils sont très en avance là-dessus. Oui, et puis alors il y a aussi les cas qu'on Abu Dhabi évoquait. aussi. On évoquait le Bhoutan et le Salvador qui ont investi. Salvador, il a fait un grand coup. Alors le Salvador, c'est encore un autre cas, ça va durer longtemps. Salvador, c'est encore autre chose. C'est que lui, en fait, ils étaient très endettés. Ils sont sortis de cet endettement en minant leur propre Bitcoin parce qu'ils ont une ressource énergétique absolument extraordinaire, les volcans. Ils ont une région qui est complètement volcanique. Et en fait, ils utilisent l'énergie naturelle des volcans, donc qui leur coûte rien, pour miner du Bitcoin et donc produire du Bitcoin. Et donc, avec la hausse aujourd'hui qu'il a, je veux dire, ils sont refaits. Hein. Et est-ce qu'avec le coût de l'énergie aujourd'hui qui est croissant, en tout cas en Europe et enfin dans une grande partie du monde, est-ce que c'est intéressant économiquement de miner du Bitcoin? Est-ce que le coût de l'énergie n'est pas supérieur au coût du... Enfin, ça dépend où tu es. Ok. C'est juste ça la question. Ça dépend où tu es. Il y a des pays où la France paye l'énergie 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Enfin, en France, tu payes l'énergie 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Oui, puis ça s'est pas arrangé dans ces dernières années. Ah non, tu fais le même boulot en France et aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose, quoi. Juste à cause du coût de l'énergie. Mais bon, le minage du Bitcoin, c'est un domaine très particulier. Hein. Ok, pour revenir, alors pour faire un peu le tour et conclure, si je devais retenir une seule raison de m'intéresser au Bitcoin aujourd'hui, alors ce serait quoi selon toi? Protège ton argent. C'est tout. Protège ton argent, respecte l'argent de manière générale, et utilise-le comme un levier d'investissement. C'est pas le seul. Il y en a d'autres que tout le monde connaît, mais sur du long terme. Et quand je dis du long terme, pour moi, c'est entre 5 et 10 ans. Ça va pas très loin. C'est pas comme la bourse où on sait qu'au bout de 14 ans, tu commences à avoir... Et 20 ans, c'est l'optimum. On n'est pas du tout... On parle de numérique, et ça va beaucoup plus vite. Je veux dire... Ok, maintenant, rien n'est sans risque, mais est-ce que le risque n'est pas... Est-ce que le risque n'est pas trop grand de voir toutes mes économies investies en Bitcoin s'envoler en fumée? Est-ce qu'on ne peut pas avoir... Je me rappelle à l'époque, il y avait l'action Eurotunnel qui avait été lancée, et ils promettaient bronze et merveille. Elle a fini, je sais pas s'ils ont suspendu la cotation, elle a fini en dessous de l'euro. Enfin, en dessous d'un euro. Voilà, Okay. Alors qu'elle avait été mise sur le marché à je sais plus combien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, d'abord dans cette pièce, ou quelqu'un qui a quelque chose à te vendre? Moi. Non, okay. Si je te dis d'acheter du Bitcoin, est-ce que j'ai quelque chose C'est pas un raisonnement. Si, c'est un raisonnement. C'est-à-dire que les gens d'Eurotunnel, ils avaient un marketing, une équipe marketing, ils devaient vendre leurs actions, et concrètement, ils incitaient à ce que tu en achètes, en te promettant monts et merveilles, avec un beau projet, et ainsi de suite. Ok ? Moi, est-ce que j'ai quelque chose à te proposer? Rien. Est-ce que j'ai un intérêt? J'en ai pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les sociétés qui les échanges centralisés, qui font eux, ils prennent des frais. D'accord? C'est pas grand-chose. En échange de quoi ils me garantissent que mon dépôt, que mon investissement... Ils te garantissent rien du tout. Ce qu'ils te disent, c'est nous, on est la plateforme qui te permet d'acheter des bitcoins. Okay? Après, toi, tu les sors, comme je l'ai déjà dit, c'est important de comprendre ça. Tu les sors, c'est terminé. Au revoir, monsieur dame. Tu leur dois rien, ils te doivent rien. Tu as payé tes frais de transaction, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est entre toi et toi. Mais est-ce qu'il y a un intérêt? Il n'y a pas de société derrière Bitcoin. Okay. J'ai une question. Maintenant, j'ai la clé de mes bitcoins, je les ai retirés. Ils sont sur une clé USB. Je peux me faire voler la clé? On s'en fout. Je peux me faire hacker ou hold-upper on peut te prendre ta clé, là, peu importe. Une clé, c'est un support physique. Il se casse, il se vole, il se perd, il tombe dans l'eau, j'en sais rien. On peut tout imaginer. Donc j'ai perdu mes bitcoins. T'as rien perdu du tout. Tes bitcoins ne sont pas sur ta clé. Ta clé, elle te facilite l'accès à tes bitcoins. Tu rachètes une nouvelle clé,
je crois que ça vaut, je mettrai le lien, mais ça vaut dans les 25 balles. Mhm. Tu rachètes une nouvelle clé, tu re-rentres tes mots de passe et tu as accès à tes bitcoins. Tes bitcoins, ils sont sur ce qu'on appelle la blockchain. Encore une fois, ils sont répandus sur des millions d'ordinateurs dans le monde. C'est là où ils sont. Les bitcoins de mon ami, celui qui est décédé, Lou, ils sont toujours sur la blockchain. Personne ne peut y accéder. Personne ne pourra jamais les récupérer. Ils sont là. Sauf au cas où sa femme Trouve le code secret. trouve le code. C'est Ok. tout. Cette clé-là, c'est ce qu'on appelle un ledger. C'est une marque, ça. Il y en a d'autres. Il y en a Ah. plein d'autres. Ok. Voilà, on arrête là. Je pense qu'on en refera un deuxième quand tu auras acheté tes premiers bitcoins. Ce que je te J'ai souhaite. j'ai acheté. Ah, t'as acheté. J'ai acheté. Mais le truc, c'est pas ça. C'est que le QI là. Alors, laisse-moi juste conclure. Oui. C'est, en tout cas, merci d'être venu, Alex. Et bah, écoute, on fera peut-être un deuxième podcast si ça intéresse les gens. Alors, faites-le moi savoir dans les commentaires. Likez, partagez. Je vous fais la promo habituelle. Et c'est important pour la chaîne. Alors, ce qui Et- m'intéresserait moi qu'on nous, Techniquement, comment ça se passe? Ok. c'est la blockchain. La blockchain. Et savoir, en fait, le pas à pas pour faire ses premières opérations. Exactement. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.